Au fil des ans, des scientifiques et des explorateurs ont fait des découvertes vraiment bizarres et fascinantes enfouies dans la glace. Ce corps a été préservé par la neige, la glace et le froid. Comment est-il arrivé là? Que peut-il nous révéler? Des créatures anciennes aux artefacts mystérieux, chaque découverte gelée raconte une histoire unique enfermée pendant des siècles, voire des millénaires, jusqu'à aujourd'hui. Curieux de savoir quelle bizarrerie se cachait dans la glace, aujourd'hui nous explorons les 15 choses les plus étranges jamais découvertes dans le monde gelé. Allons-y. Une chaîne de montagnes entière. Une expédition soviétique a fait une découverte stupéfiante sous la surface glacée de l'Antarctique. Une chaîne de montagnes entière ensevelie sous 600 mètres de glace, découverte pour la première fois en 1958. Connue sous le nom de chaîne de Gamburtsev, cette immense formation s'étend sur 1250 km, avec des sommets culminant à 3390 mètres, une taille comparable aux Alpes européennes. Pourtant, malgré sa grandeur, elle reste entourée de mystères. Cachée sous une épaisse couche de glace, son emplacement reculé et difficile d'accès empêche les scientifiques d'explorer pleinement ses caractéristiques. Encore aujourd'hui, nous en savons très peu sur cette chaîne, ce qui en fait l'une des moins comprises au monde. De l'or glaciaire mis au jour. L'or se trouve généralement en profondeur sous terre, mais la fonte des glaciers a révélé de nouveaux gisements au fil du temps. Lors de la dernière période glaciaire, les glaciers ont transporté des roches riches en or, et certaines d'entre elles sont restées gelées dans la glace. Aujourd'hui, avec le recul des glaciers dû au changement climatique, des dépôts aurifères commencent à apparaître dans les ruisseaux alimentés par la fonte des glaces. Ces cours d'eau glaciaires montrent une augmentation progressive du volume d'or, offrant une opportunité unique aux chercheurs d'or qui savent profiter du moment pour faire fortune à mesure que la glace continue de fondre. Une nouvelle espèce de dinosaure figé dans le temps. Lors d'une expédition en Antarctique sur l'île James Ross, les géologues argentins Eduardo Oliveira et Roberto Scasso ont fait une découverte extraordinaire sous la glace, les ossements d'une nouvelle espèce de dinosaure. Cette découverte, faite en 1986, a révélé les restes d'un ankylosaure, depuis nommé Antarctopelta ou bouclier de l'Antarctique. L'excavation du fossile a été une tâche ardue, nécessitant plus d'une décennie pour être entièrement réalisée en raison du sol gelé et des conditions météorologiques extrêmes. À ce jour, ce fossile reste l'unique spécimen connu de cette espèce, offrant un aperçu rare et précieux de la vie préhistorique dans les régions polaires. Yucca, le mammouth. Un groupe de chasseurs d'ivoire sibérien est tombé sur une relique extraordinaire de l'ère glaciaire, un mammouth laineux nommé Yucca. Découvert en 2010, Yucca est l'un des mammouths les mieux conservés jamais trouvés, ayant vécu il y a environ 39 000 ans. On pense qu'elle a trouvé la mort après s'être retrouvée piégée dans un marécage, ce qui a permis de préserver presque parfaitement son corps inférieur. Cette conservation exceptionnelle a permis aux scientifiques d'extraire du sang encore liquide de ces restes, une découverte révolutionnaire révélant que le sang des mammouths contenait des propriétés antigel naturelles. Aujourd'hui, Yucca est exposé à Moscou, offrant aux visiteurs un fascinant aperçu de la vie à l'ère glaciaire et des adaptations uniques à la survie de ces géants anciens. Une boîte de bijoux dans la glace. Un alpiniste français en randonnée sur un glacier du Mont Blanc a fait une découverte incroyable, une boîte en métal à moitié enfouie dans la glace. Retrouvée en 2013, la boîte portait l'inscription Made in India. À l'intérieur, il a découvert près de 100 pierres précieuses colorées, un mélange éblouissant de saphirs, d'émeraudes et de rubis. Après enquête, il a été déterminé que ces bijoux provenaient probablement du crash d'un avion d'Indian Airlines, survenu dans la région en 1950 ou en 1966. Malgré les efforts des autorités, les propriétaires d'origine des pierres n'ont jamais pu être retrouvés. Finalement, l'alpiniste et les propriétaires du terrain ont décidé de se partager le trésor, lui revenant une part estimée à environ 340 000 $. Cette découverte inattendue a ajouté une touche d'histoire et d'aventure à son ascension. Le mystérieux glacier au criquet. Dans les montagnes Beartooth du Montana, niché au cœur de la forêt nationale de Custer, se trouve un glacier unique en son genre, le glacier au criquet. Contrairement au glacier typique d'un blanc immaculé, celui-ci a une teinte grisâtre causée par des millions de criquets gelés emprisonnés dans la glace. Ce phénomène intrigue depuis longtemps, mais la théorie dominante suggère que, il y a plusieurs siècles, un essaim gigantesque de criquets des montagnes rocheuses migrait au-dessus des rocheuses lorsqu'une violente tempête hivernale les a soudainement piégés.
Le glacier a alors figé ces insectes sur place, les conservant pendant des siècles et créant ce site extraordinaire. Découvert au début des années 1900 par le géologue J.P. Kimball, le glacier au criquet a attiré l'attention des scientifiques lorsqu'il a envoyé des échantillons au Bureau américain d'entomologie en 1914. Les criquets gelés ont été identifiés comme appartenant à l'espèce des criquets des montagnes rocheuses, aujourd'hui éteinte, probablement en raison de la destruction de son habitat par l'agriculture. Cet essaim figé offre un rare aperçu d'une espèce disparue, conservée dans une capsule temporelle naturelle. Allan Hills 84001. Tous les météorites ne captivent pas l'attention, comme celui qui aurait causé l'extinction des dinosaures. Mais Allan Hills 84001 s'en approche. Découvert en 1984 dans le champ de glace d'Allan Hills en Antarctique, ce rocher de 1,9 kg a une histoire extraordinaire. Formé sur Mars il y a environ 4,2 milliards d'années, il s'est probablement cristallisé à partir de magma à la surface de la planète rouge. Il y a environ 17 millions d'années, un impact d'astéroïdes sur Mars l'a propulsé dans l'espace, où il a dérivé pendant des évéons avant d'atterrir sur Terre il y a environ 13 000 ans, un sens. Ce qui rend Allan Hills 84 000 un fascinant, ce n'est pas seulement son âge, mais aussi le mystère qu'il a déclenché. En 1996, des scientifiques de la NASA ont suggéré que certains grains de carbonate présents dans la météorite contenant des minéraux ferreux et des composés organiques auraient pu être formés par des micro-organismes martiens. Cette théorie révolutionnaire a laissé entrevoir la possibilité d'une vie ancienne sur Mars, déclenchant un engouement mondial et de nombreuses recherches. Cependant, des études ultérieures ont contesté ces affirmations. En 2022, une étude définitive a conclu que les grains de carbonate se sont probablement formés par des processus naturels non biologiques, impliquant de l'eau, et non par une quelconque vie martienne. Bien que cette découverte ait tempéré les espoirs initiaux, la météorite continue d'offrir de précieuses informations sur l'histoire de Mars et sur la possibilité qu'elle ait un jour été habitable. Aujourd'hui, Allan Hills 84001 est exposée au Smithsonian Museum of Natural History, où elle reste un témoignage de notre quête incessante de vie au-delà de la Terre. Nunchogar, le bébé mammouth. En juin 2022, le mineur Travis Modry travaillait dans le territoire du Yukon, au Canada, creusant dans un mur recouvert de pergélisol à la recherche d'or. En dégageant la terre gelée, il fit une découverte extraordinaire. Un petit animal sombre aux pattes courtes, préservé dans un état quasi parfait. Pensant d'abord qu'il avait trouvé un bébé bison momifié, Mudry regarda de plus près et fut stupéfait de constater que l'animal avait une trompe. Ce n'était pas un bison mais un bébé mammouth laineux. Alerté, son équipe interrompit immédiatement le travail et appela des experts locaux. Le paléontologue Grant Zazula, du gouvernement du Yukon, envoya rapidement 2 géologues qui extrayèrent soigneusement le mammouth avant l'arrivée d'une tempête. La précieuse découverte fut enveloppée dans une bâche et transportée sur un site voisin, où scientifiques, mineurs, politiciens locaux et anciens des Premières Nations se réunirent pour une bénédiction cérémonielle. Les anciens la nommèrent Nunchogar, signifiant « grand bébé animal » dans leur langue. Un examen rapide révéla que Nunchogar était une femelle, probablement âgée d'1 mois lorsqu'elle mourut il y a plus de 30 000 ans. Sa conservation exceptionnelle est due au pergélisol du Yukon, qui agit comme un congélateur naturel, protégeant les tissus mous comme la peau, les muscles et même les poils. Grâce à cet environnement unique, d'autres restes de l'ère glaciaire ont été retrouvés dans la région, dont un louveteau, un veau de caribou et même des chameaux géants. Nunchogar est aujourd'hui reconnu comme le premier bébé mammouth laineux complet découvert en Amérique du Nord, et seulement le 2e dans le monde, marquant une avancée majeure pour la science et l'histoire. Le crash mystérieux du C-53 Skytrooper, lorsque le C-53 Skytrooper Dakota décolla de la base aérienne de Tulln, en Autriche, à destination de Pise, en Italie, l'équipage et les passagers ne se doutaient pas qu'ils allaient entrer dans l'histoire. Le 18 novembre 1946, le capitaine Ralph Tate Jr. opta pour un itinéraire plus sûr et pittoresque sur 2 jours, via Munich et Marseille, pour éviter le mauvais temps. Mais la chance ne fut pas de son côté. Au-dessus d'Innsbruck, il fut pris dans une violente tempête qui désorienta les pilotes et les fit dévier de leur trajectoire. Tate voyait clairement qu'ils survolaient les Alpes et tentaient donc d'éviter les sommets, mais il croyait à tort qu'ils étaient au-dessus des Alpes françaises, et non autrichiennes.
Pris dans un courant descendant brutal, l'avion plongea vers un sommet. Réagissant rapidement, Tad posa l'avion en douceur sur le glacier de Gaulle pour sauver tout le monde. L'appareil glissa sur le ventre avant de s'immobiliser dans un banc de neige, s'arrêtant juste avant une crevasse. Miraculeusement, tout l'équipage survécut, avec seulement une blessure grave. Mais ils étaient désormais bloqués à 3200 mètres d'altitude, en plein mois de novembre. Malgré le crash, la radio de l'avion fonctionnait encore, mais les interférences montagneuses retardèrent leur sauvetage. Après 3 jours, les forces aériennes américaines et britanniques localisèrent l'appareil, certains affirmant que le propre père de Tat l'avait aperçu après le lancement d'une fusée de détresse. Grâce aux efforts des soldats alpins suisses, tout le monde fut secouru. L'avion, cependant, fut abandonné et peu à peu oublié. Tout changea en 2012, lorsque 3 étudiants canadiens, en randonnée sur le glacier, tombèrent sur une hélice dépassant de la glace. Avec la fonte progressive du glacier, d'autres fragments de ce crash historique continuent d'émerger, dévoilant peu à peu une histoire extraordinaire de survie et d'aventure dans les Alpes glacées. Les mystérieux trous de glace en Antarctique. Les scientifiques furent stupéfaits lorsqu'un immense trou apparut dans la banquise hivernale de l'Antarctique, un phénomène aussi inattendu que mystérieux. Ce n'était pas une simple fissure, mais une ouverture de la taille de l'État américain du Maine, semblant surgir de nulle part. Les chercheurs identifièrent plus tard cette ouverture comme une polynie. Les polynies se forment lorsque de l'eau plus chaude et plus salée remonte des profondeurs océaniques et fait fondre la glace en surface. Ce phénomène empêche la glace de se reformer, même dans le froid extrême de l'Antarctique, mais cette polynie était particulière. En octobre 2017, les scientifiques remarquèrent que la plupart des polynies apparaissent près des côtes, où la glace rencontre l'eau libre. Celle-ci, en revanche, était située loin à l'intérieur de la banquise. Son emplacement inhabituel souleva de nombreuses questions, notamment sur son impact potentiel sur l'environnement. Qui de l'âge du fer antique? Et si les peuples anciens, il y a des milliers d'années, appréciaient le ski tout comme nous? Il s'avère qu'ils le faisaient. En 2014, des scientifiques ont fait une découverte remarquable dans un parc national norvégien, un ski ancien enfoui dans la glace. 7 ans plus tard, presque au même endroit, ils ont trouvé son pendant encore mieux conservé. Ensemble, ces skis racontent une histoire fascinante sur la vie et peut-être même le sport à l'âge du fer. Mais jusqu'à quand remonte réellement l'histoire du ski? Les archives archéologiques suggèrent donc que les populations d'Europe et d'Asie utilisaient des skis il y a environ 11 000 ans, vers la fin de la dernière période glaciaire, principalement pour la chasse. Le plus ancien ski confirmé a été découvert en Russie et date d'environ 8000 bancs. Les archéologues scandinaves ont également retrouvé périodiquement des skis en bois datant d'environ 3200 avant notre ère. Gypsé. Ces skis de l'âge du fer ne sont donc pas les plus anciens jamais retrouvés. En réalité, ils sont relativement récents, datant d'environ 1300 ans. Ce qui les distingue, c'est c'est leur état de conservation exceptionnel. Mesurant environ 188 cm de long et 18 cm de large, ils sont grands et robustes. Fait intéressant, le deuxième ski est légèrement plus grand que le premier, mais selon Lars Pilot du programme d'archéologie glaciaire de Norvège, cela n'a rien d'étonnant. Comme il l'explique, ces skis n'étaient pas produits en série. Ils étaient fabriqués à la main, chacun ayant des caractéristiques uniques et portant les marques de l'usure et de réparation. Au-delà de leur taille, ces skis présentent des caractéristiques de conception uniques. Les 2 skis possèdent des repose-pieds surélevés, des lanières en cuir et des fixations en écorce de bouleau torsadée qui maintenaient le pied en place. Cela suggère que leur propriétaire était probablement un chasseur, un voyageur ou les deux. Cela nous montre que même les hautes montagnes reculées du sud de la Norvège étaient actives et bien explorées il y a 1300 ans. Un détail a cependant intrigué les chercheurs. Ces skis étaient-ils doublés de fourrure? Au départ, cela semblait impossible, car la fourrure aurait offert une meilleure adhérence. Mais le deuxième ski possède une rainure, un sillon typique des skis anciens et modernes qui n'aurait eu aucune utilité s'il avait été recouvert de fourrure. Il semble donc que ces skis étaient bien conçus pour glisser en douceur, possiblement pour un déplacement plus rapide. Cette découverte nous offre non seulement un aperçu du savoir-faire artisanal ancien, mais aussi un aperçu des activités des populations qui parcouraient autrefois ces paysages glacés, maîtrisant l'art du ski bien avant qu'il ne devienne un sport.
Virus anciens, imaginez des virus anciens, gelés depuis des millénaires sous des couches de glace, attendant d'être libérés. Cela peut sembler de la science-fiction, mais les scientifiques ont confirmé que certains virus peuvent survivre dans la glace pendant des dizaines de milliers d'années. Nous ne savons pas exactement combien de ces virus anciens existent ou combien ont déjà été discrètement réactivés, mais les chercheurs en ont identifié quelques-uns. Pour l'instant, les études se concentrent maintenant sur les virus du pergélisol qui infectent des organismes unicellulaires comme les amibes, inoffensifs pour l'homme, et qui permettent d'étudier les types de virus anciens susceptibles d'être encore vivants sous la glace. Comme l'explique le biologiste computationnel Jean-Michel Claverie, les scientifiques sont extrêmement prudents. Nous ne prendrons jamais le risque d'isoler un virus potentiellement capable d'infecter des mammifères modernes. Nous ne souhaitons pas courir le risque immense de déclencher une nouvelle pandémie avec des virus zombies inconnus du passé, juste pour prouver que nous avons raison. Alors, quels sont les virus anciens découverts jusqu'à présent ? L'un des plus grands virus jamais trouvés est Pitovirus sibericum. Mesurant 1,5 micromètre de long, ce virus épais en forme d'ovale a été découvert dans un échantillon de pergélisol en Sibérie, dans l'extrême-orient russe, et date d'environ 30 000 ans. Un autre virus, Mavirus schisholm, a été découvert dans le même échantillon de pergélisol. Il possède une enveloppe externe poilue et est légèrement plus petit que le pitovirus, mais particulièrement productif. Lorsqu'il infecte une amibe, il peut générer jusqu'à 300 nouvelles particules virales par cellule infectée. La découverte de plusieurs virus anciens dans un seul échantillon de pergélisol suggère que ces agents pathogènes dormants pourraient être plus courants dans ces couches gelées que nous le pensions. Jusqu'à présent, le virus le plus ancien identifié dans le pergélisol est Pandoravirus iodoma, retrouvé dans des dépôts glacés et datant d'environ 48 500 ans. Ce virus, avec sa grande particule en forme d'œuf, témoigne encore une fois des impressionnantes capacités de survie des virus. Bien qu'aucun de ces virus ne représente une menace pour l'homme, les scientifiques reconnaissent que tous les virus anciens ne sont peut-être pas inoffensifs. Il existe une possibilité réelle que des virus dangereux soient enfouis dans le pergélisol et que leur libération, due à la fonte des glaces provoquée par le changement climatique, puisse les faire émerger et se propager, prenant le monde au dépourvu. Pour éviter un tel scénario, les chercheurs insistent sur l'importance de surveiller les virus nouvellement exposés dans les régions arctiques. En procédant ainsi, nous pourrions garder une longueur d'avance et empêcher que d'anciens virus potentiellement dangereux ne deviennent une menace contemporaine. L'histoire de Glacier Girl. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une escadrille composée de 6 chasseurs, P-38 Lightning, et de 2 bombardiers, B-17. Flying Fortress fut prise dans une violente tempête de neige lors de son voyage du Groenland vers les îles britanniques. Forcés de faire demi-tour, les pilotes durent effectuer un atterrissage d'urgence sur les glaciers glacés du Groenland. Bien que tous les membres d'équipage aient été secourus 9 jours plus tard, les avions furent abandonnés sur place. Au fil des années, les mouvements des calottes glaciaires recouvrirent les avions sous 75 à 90 mètres de glace. Au début des années 1990, environ 50 ans plus tard, une équipe décida de récupérer l'un des P-38 qui fut baptisé Glacier Girl. L'opération était ambitieuse et coûteuse, s'étalant sur 11 ans et nécessitant environ 2 millions de dollars. Grâce à une grande plaque chauffante, l'équipe fit fondre la glace et creusa un tunnel jusqu'à l'avion. Ils dégagèrent ensuite une cavité autour de l'appareil en utilisant des jets d'eau chaude, remontant délicatement chaque pièce à la surface. À leur grande surprise, Glacier Girl était en assez bon état. Bien que sa verrière ait été écrasée, la plupart des pièces étaient intactes. Après une restauration de 500 000 $, elle était prête à voler à nouveau et, en octobre 2002, Glacier Girl reprit son envol. En juin 2007, un projet encore plus ambitieux fut planifié. Glacier Girl tenterait de terminer son voyage initial à travers l'Atlantique, en partant de l'aéroport de Teterboro, dans le New Jersey, pour rejoindre l'Angleterre. Cependant, une fuite de liquide de refroidissement força l'avion à s'arrêter à Goose Bay, une ville du nord-est du Canada, interrompant son voyage. Le succès de la récupération de Glacier Girl inspira une nouvelle mission visant à extraire un deuxième P-38 des profondeurs glacées. En 2011, une équipe équipée de radars à pénétration de sol montés sur des drones localisa un autre avion, identifié par ses pilotes sous le nom d'Echo. En 2018, le plan était d'utiliser les mêmes méthodes de chauffage employées en 1992 pour ramener Echo à la surface.
Cependant, à ce jour, il reste incertain si l'excavation a été menée à terme. La découverte d'Ötzi. Quand on pense aux momies, on imagine généralement les pharaons et nobles de l'Égypte ancienne. Mais en 1991, une découverte surprenante dans les Alpes d'Ötztal, à la frontière entre l'Autriche et l'Italie, révéla une toute autre forme de momie. Deux randonneurs allemands tombèrent sur un corps gelé et remarquablement bien préservé, qui fut surnommé Ötzi et identifié comme la plus ancienne momie naturelle d'Europe. Après son extraction, les restes d'Ötzi furent étudiés à l'université d'Innsbruck. À la stupéfaction des scientifiques, il fut daté entre 3350 et 3105 avant. JC, soit plus de 5000 ans. Malgré les millénaires, les températures glaciales des Alpes l'avaient préservé de manière exceptionnelle. Les recherches révélèrent pas de nombreux détails sur lui. Ötzi mesurait environ 1,57 m, était gaucher et portait du 39 en pointure. Il avait les yeux marron foncé, la peau bronzée et des cheveux châtain foncé, suggérant une origine d'Europe du Sud. Cependant, sa santé était loin d'être idéale. Il souffrait d'une anomalie rare des côtes, de caries, de parasites intestinaux, de la maladie de Lyme et de douleurs chroniques au dos, aux genoux, aux hanches et aux épaules. Malgré cela, Ötzi s'était aventuré dans les montagnes escarpées, apparemment bien préparé pour un voyage difficile. Il avait avec lui des vêtements chauds, un sac à dos, une hache, une dague, un arc et des flèches ainsi qu'un peu de nourriture, suggérant qu'il chassait et cueillait en chemin. Ses possessions témoignent d'une vie rude, dépendant de ressources limitées mais essentielles. Bien que les restes d'Ötzi aient d'abord été étudiés en Autriche, ils se trouvent aujourd'hui en Italie en raison de facteurs historiques et géographiques. Après la Première Guerre mondiale, le traité de Saint-Germain de 1919 fixa la frontière entre le Tyrol du nord autrichien et le Tyrol du sud italien le long de la ligne de partage des eaux de la région d'Ötztal. Mais en 1991, le retrait du glacier où Ötzi fut découvert sema le doute sur la délimitation exacte de la frontière. Des relevés topographiques révélèrent que, bien que le point de drainage penchât vers l'Autriche, la momie elle-même se trouvait 93 mètres à l'intérieur du territoire italien. Heureusement, les deux pays coopérèrent, l'Italie permettant à l'université d'Innsbruck d'achever les analyses. Depuis 1998, Ötzi est exposé au musée archéologique du Tyrol du Sud en Italie, où il continue de dévoiler des indices fascinants sur la vie et la survie en Europe à l'âge du cuivre. Le HMS Investigator, la disparition de Sir John Franklin dans l'Arctique captiva la Grande-Bretagne car il était l'un de ses explorateurs les plus célèbres. En 1848, après la perte de Franklin et de son équipage lors de leur expédition à la recherche du passage du Nord-Ouest, le Conseil arctique britannique lança de nombreuses missions de secours, offrant de grandes récompenses à quiconque les retrouverait. À cette époque, la marine britannique était fortement impliquée dans la recherche d'une route reliant l'Atlantique et le Pacifique par l'Arctique, un itinéraire stratégique appelé Passage du Nord-Ouest. Comme le canal de Panama n'existait pas encore, les navires devaient contourner l'Amérique du Sud par le cap Horn, un trajet périlleux. Trouver une route arctique aurait été bien plus sûr et avantageux. En 1845, Franklin, alors âgé de 59 ans, dirigea une expédition avec deux navires, le HMS Erebus et le HMS Terror, pour localiser ce passage. Mais l'expédition fut confrontée à de nombreuses difficultés dès le départ. Une grande partie des provisions étaient mal scellées et contaminées par du plomb. Piégés dans la glace dès l'hiver 1845-1846, les marins, bien que prévus pour tenir 3 ans, furent rapidement exposés à la famine et aux intoxications. Après 2 ans sans nouvelles, l'épouse de Franklin pressa l'amirauté britannique de lancer des recherches. Malgré plusieurs expéditions, peu d'indices furent retrouvés. Seule une note écrite, appelée Victory Point Note, fut découverte. Elle relatait la situation désespérée de l'équipage, leur immobilisation dans les glaces entre 1846 et 1848 et le décès de Franklin le 11 juin 1847. Cependant, elle ne précisait pas l'emplacement des navires. Les Inuits de l'Arctique avaient localisé l'Erebus et le Terror pendant un certain temps, utilisant leurs matériaux pour récupérer du cuivre et du fer. Mais 1 an plus tard, l'un des navires coula et sa position exacte fut oubliée. En juillet 2010, Parc Canada reprit les recherches. En testant leur scanner sous-marin le 25 juillet, l'équipe tomba sur une épave. Mais ce n'était ni l'Erebus ni le Terror, c'était le HMS Investigator, un navire envoyé en 1853 pour rechercher Franklin, qui s'était lui-même retrouvé piégé dans la glace avant de sombrer.
Cette découverte inattendue poussa Park Canada à poursuivre ses recherches. En 2014, ils retrouvèrent l'HMS Erebus et en 2016, le Terror, grâce aux mêmes technologies sous-marées et sous-marines. Les fouilles ces points de l'Erebus mirent au jour des centaines d'artefacts, offrant un aperçu fascinant de cette expédition tragique.